F comme femme. Amen Assignon. Celui qui est le maître de lui-même est plus grand que celui qui est le maître du monde, disait Bouddha. Soyez maître de votre vie et appréciez-en chaque instant. C'est l'invite que nous fait celle que nous recevons cette semaine. Il s'agit de Kelly Amouzou. Elle est coach de vie. Vous êtes dans F comme femme. Bienvenue à toutes et à tous. F comme femme, l'invité. Bonjour Kelly Amouzou, merci d'être parmi nous. Bienvenue à vous. Merci beaucoup Amen. C'est un grand plaisir d'être ici parmi vous. Un grand honneur d'avoir été invitée pour cet échange. Alors, je vous présenterai comme une coach de vie. Et déjà, on va revenir un peu sur un aspect de votre vie que vous avez passé hors du pays. Vous êtes togolaise, bien sûr, d'origine. Donc, vous avez fait 16 années aux États-Unis. D'abord, qu'est-ce qui vous a amené dans ce pays? Les études. C'était la chose que je voulais absolument accomplir. Et aussi la chance que j'avais le soutien parental, familial pour m'accompagner dans ce voyage-là de faire des études aux États-Unis. Donc c'était la raison primordiale. Et ça a marché vos études finalement? Oui, bien sûr. Alors j'ai fait un bachelor en finance. Après j'ai travaillé quelques années en banque. Et j'ai décidé de retourner faire un master. J'ai fait un master en business administration. Pendant mon master, j'ai découvert un métier qui m'allait un peu mieux. On va parler de ça après. L'audit interne, que j'ai donc commencé et fait pendant 4 ans et demi avant de rentrer. Et je suis certifiée en audit interne aussi. Bravo. Alors 16 années, 16 belles années on va dire. Belles au bout du compte. Parce que elles ont servi à quelque chose d'énorme, ok? Mais à dire la vérité, la majorité de ces années étaient tristes pour moi. Pourquoi triste? Il m'était très très difficile d'être loin des miens. J'étais seule et c'est un environnement, c'est tout un autre monde. C'est tout un autre monde où tu n'es pas vraiment aguerri avant d'arriver. C'est surtout l'adaptation, oui. Le climat qui change, les habitudes alimentaires également qui suivent. Oui, l'adaptation culturelle, c'est du sang à l'heure. Je ne saurais comment le décrire. C'était trop stressant pour moi. C'est pas le mode de vie qui me sied. Y a certains qui sont super contents dedans. Moi, ça m'avait pas plu. Un peu trop de stress, un peu trop de. Peut-être que ça, c'est ce que je vais dire, c'est pas peut-être spécifique aux États-Unis, mais trop de comparaison. Je pense que nous avons aussi ce problème énormément ici en Afrique, trop de comparaison où ta valeur est mesurée par rapport à tout ce qui est externe que tu as accompli ou que tu as physiquement, matériellement, et ça me... C'est-à-dire le paraître en fait. Oui. Oui. Alors nous avons le même problème ici, mais je ne sais pas comment je vais t'expliquer pour une raison ou pour une autre. Je suis mieux chez moi. Je me sens mieux chez moi. Et donc c'était des années surtout d'apprentissage et de transformation pour moi, parce que c'est dans tout ça, en vivant quelque chose qui ne me nourrissait pas, que j'ai découvert qui je suis. J'ai découvert qui je suis et que je veux donner la permission à cette femme en moi d'être, mais vraiment pleinement. Et une partie de ça, c'est que j'aime le climat tropical. Pourquoi est-ce que je vais me coincer dans un hiver qui me rend malade? Glacial. Oui, mais j'étais malade tout l'hiver. À un moment, il faut se poser la question, est-ce que cet endroit, c'est là où il me faut?
Et la réponse, je la connaissais avant de partir. Mais c'était un voyage nécessaire parce que c'est là-bas que j'ai appris toutes les choses que aujourd'hui j'ai la passion et la joie de partager en tant que coach de vie. Et c'est un endroit ressource pour moi. Je compte retourner pour des formations. Je compte retourner, prendre l'information et la ramener et la partager. En termes d'information, de formation, ça, je ne peux rien dire. Ils sont top. Ah non, il y a rien à dire. En termes de qualité de travail, de production de quelque chose, mais d'un niveau admirable. C'est la bonne adresse. Voilà. Alors, et après ces 16 années, vous avez décidé de rentrer au pays, c'est-à-dire rentrer au Togo. Oui, ça faisait plusieurs années déjà que j'avais envie de rentrer. D'ailleurs, ma famille, mes parents vous diront combien de fois je leur ai pas tapé les tympans avec « Ah, je pense que je veux rentrer ». Mais je les ai fatigués avec ça. Mais c'était bien sûr l'inquiétude des parents. Je peux pas rentrer comme ça. Il faut que tu trouves un travail d'abord. Et j'avais essayé à distance avec la culture, ce n'est pas évident. À distance, c'est pas évident. Donc je me suis rendu compte. Mais au-delà de tout ça, professionnellement aussi, il y a une vérité que j'ai dû à laquelle j'ai dû donner vie. Les bureaux, c'est pas vraiment ma place. C'était difficile pour moi de le dire, de l'affirmer et surtout de le communiquer. C'est-à-dire rester coincé dans un bureau, voilà. Non, je veux créer. Je veux sortir. Voilà. Et découvrir. Voilà, découvrir, échanger. Je veux partager. Je veux être en contact avec la nature. Et j'ai fait près de 9 ans d'expérience professionnelle dans les bureaux. J'ai changé après de juste devant l'ordinateur à un mix de un peu d'interviews et après devant l'ordinateur en tant qu'auditeur interne. Je te dis que c'était les interviews qui m'intéressaient. Parce qu'il y avait des échanges avec d'autres interlocuteurs. Oui. Mais j'étais contente quand je devais aller en interview. J'étais toute... Dès qu'il faut revenir faire le rapport là, aïe aïe aïe. je souffrais. J'avais pas envie de rester devant l'ordinateur et taper tout ça là. Ça me plaisait pas. Mais il a fallu un événement déclencheur dans ma vie pour que je puisse dire cette vérité et surtout cette vérité à des parents qui se sont investis énormément, auxquels je dis aujourd'hui mais un grand merci. Si mon père s'était pas débattu pour m'envoyer et payer ses scolarités, mais non, je n'aurais pas cette histoire à raconter aujourd'hui, je n'aurais pas. Et ce bagage surtout que tu as, ce bagage professionnel quand même. Justement. Oui. Pas du tout. Et tout ce que j'ai appris en tant qu'auditeur, en tant que personne dans le domaine des finances, ça me sert énormément aujourd'hui dans mon travail de coach parce que je dois toujours être organisée, je dois toujours savoir crier, présenter les choses par écrit, je dois toujours savoir communiquer, je dois toujours savoir synthétiser une rencontre. C'est des aptitudes qui ne sont pas perdues. Et c'est vrai, c'est difficile pour un parent de cerner ce changement. Justement, j'avais posé la question, comment ils ont réagi les parents? Ils ont eu peur. Oui, il y a de quoi. Mais petit à petit, ils comprennent. Parce qu'ils voient que je vais bien. En fait, c'est ça. Et je les rassure que c'est juste une transition vers quelque chose de plus beau. Attends, tu vas voir. Attends seulement, tu vas voir. J'ai choisi de revenir avec un enfant et cet enfant me porte, mais d'une façon qui fait que je ne doute aucunement de ce qui va se faire pour moi. Je ne doute aucunement parce que tous ces moments difficiles traversés, tu construis quand même. Mais ça devient une capacité naturelle de voir tout de suite dans ce qui se passe. Il y a une opportunité. Il y a quelque chose ici pour moi. Il y a une leçon pour moi. Il y a une transformation pour moi. Et j'en suis arrivée là parce que j'ai traversé toutes ces difficultés. À un moment, je suis arrivée en ce moment. Quand quelque chose se passe, je me dis, intéressant. C'est venu pourquoi? Et quand nous abordons la vie de cette façon, automatiquement, le poids est déjà moins lourd. Le poids est déjà moins lourd. Le fardeau est déjà... Oui. Et donc,
Oui, un beau voyage. J'ai hâte d'y retourner en vacances. Mais j'ai hâte de continuer la création d'une nouvelle vie que j'ai commencée ici avec mon fils et mes parents. Ma mère, elle est toujours là-bas. Elle adore. Mais on se parle tout le temps. Et mon père est ici. Je suis contente d'être pas loin de lui. Et ça fait plaisir. Ouais, c'est la chaleur familiale. Oui. Alors voilà, vous êtes de retour à Lomé. Aujourd'hui, vous êtes coach de vie. D'abord, c'est quoi un coach de vie? Ok. Mais je vais le définir selon la façon dont moi je le pratique. Un coach de vie, c'est quelqu'un qui est d'abord passionné de la vie. Il faut aimer la vie pour pour parler d'elle. Passionné de la vie et pour moi, c'est une opportunité d'accompagner quelqu'un dans sa découverte ou redécouverte du plus beau et du plus fort de qui elle est. Je n'ai pas les réponses. Quand j'ai un client devant moi, une cliente, c'est pas moi qui ai les réponses. Je ne puis me permettre de prétendre que j'ai les réponses. Mais j'ai l'aptitude de t'amener à tes propres réponses, qui sont déjà en toi. J'ai déjà cette foi pour toi, même si tu ne les vois pas, que tes réponses, elles sont déjà en toi. Tes outils sont déjà en toi. Donc c'est comme un compagnon. Le mot coach, même des fois, ne me plaît pas vraiment. C'est plus un compagnon dans une introspection, une auto-découverte ou redécouverte et un réveil de soi, afin de créer un changement dans notre vie externe. Parce que tout ce qui nous arrive à l'extérieur est un reflet de ce qui se passe en nous. Les bonnes comme les mauvaises choses, les heureuses comme les tristes événements. La première fois que j'ai eu à entendre cette vérité, je me suis dit, mais comment ça? Tu veux dire que quelqu'un qui a un cancer, c'est lui-même qui l'a attiré? Ou bien ce jeune homme-là qui n'était pas gentil avec moi, c'est moi qui l'ai. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte de la force de nos pensées. Effectivement, j'ai compris toutes les relations où c'était bizarre là. J'ai compris comment, au fin fond, elles sont venues me montrer ma façon de me percevoir d'abord en tant que femme, de me traiter en tant que femme et ensuite de percevoir une relation avec un homme. J'ai compris aussi quand tu vas parler des maladies, les maladies sont aussi un reflet, de choses qui se passent intimement au fond de nous. Notre corps, il est magique. Il répond à tout ce que nous pensons et faisons. Nous avons la capacité de l'affecter, mais d'une façon dont nous ne nous rendons pas compte. Les stress que nous nous imposons tous les jours, mais ça affaiblit. Quand je dis imposons, je corrige ou j'explique. Imposer dans le sens où quand le stress il vient, tu lui donnes la permission de t'abattre. Oui, pas dans le sens que tu le crées. D'avoir des effets sur toi. Voilà. Nous affaiblissons notre système immunitaire. Et donc un système immunitaire affaibli, tout ce qui va rentrer, c'est facile que ça prenne. Donc c'est en ce sens que je dis que nous avons une certaine responsabilité quelque part aussi pour ce qui nous arrive dans notre santé. C'est vrai, il y a des catastrophes. Ça c'est vrai. Mais je reste dans la conviction que c'est une cohésion d'ondes en nous et autour de nous qui nous attire certaines expériences. Et sans le savoir, on est en train de parler de physique quantique, là. Apparemment. Ouais. On va rentrer dans un peu tout. Ouais, ça c'est un peu métaphysique, ça. Voilà. Ouais. Mais véritablement, comment on peut rejeter tout cela? Comment opérer cette transformation? Comment se rendre compte de son état? Il faut d'abord commencer à apprendre à passer du temps seul, dans le calme. Mais vraiment seul, même quand tu es maman. C'est la méditation? On l'appelle comme on veut. Certains l'appelleraient méditation, certains l'appelleraient prière, certains l'appelleraient un moment de silence. Pour moi, c'est un moment avec soi-même. C'est-à-dire, on fait une introspection. Voilà. Et le début de ce chemin, c'est d'abord de faire l'analyse de sa relation avec soi-même. Pendant ce temps,
de calme. On peut se poser des questions telles comment est-ce que je me suis traitée aujourd'hui? Est-ce que j'ai été tendre avec moi-même aujourd'hui? Est-ce que j'ai été dure avec moi-même aujourd'hui? Comment est-ce que je me parle à longueur de journée? Quand quelque chose de bon m'arrive, qu'est-ce que je dis? Quand quelque chose de pas très joyeux m'arrive, qu'est-ce que je me dis? Passer des moments à essayer de comprendre comment est-ce qu'on définit sa relation avec soi-même. Commence déjà à créer un certain éveil en nous, où nous allons commencer à faire sortir ces capacités que nous avons de choisir dans le moment quand quelque chose nous arrive. Bien sûr, nous n'allons pas réussir à le faire forcément tout le temps à 100%, hein, mais à force de le faire, ça devient voilà. De choisir de voir les circonstances et situations d'une façon différente, d'une manière différente à laquelle nous avons l'habitude de les voir, si elles n'étaient pas constructives, si elles ne nous renforçaient pas. Un exemple simple. Si par exemple, pendant ma journée de travail, quand je fais une erreur, je m'en veux, j'anticipe déjà comment ça va être toute une conversation avec les collègues ou les employés, et je me stresse énormément. Je m'insulte, même des fois. Nous faisons souvent ça. Je me dis, non, mais tu es trop bête, mais voilà, qu'est-ce que t'as fait? Voilà. Je m'insulte, l'autoflagellation. Hein. Je peux choisir de commencer, je peux me dire, au moins aujourd'hui, une fois dans la journée, quand je vais vouloir m'insulter, je vais m'arrêter. Je ne vais pas le faire. C'est comme ça que ça commence. Il faut choisir de faire autrement face à la même situation. Mais un choix qui va plutôt nous renforcer. Parce que quand tu t'insultes, tu t'abats. Tu te prives même de l'énergie dont tu as besoin pour faire face à ce qui se passe, pour le gérer. Mais par contre, quand tu dis, ok, j'ai fait une erreur, d'accord, bon, c'est pas grave, je vais gérer ça. Tout de suite, la prochaine fois, je ferai mieux. Oui. Ouais. Et j'ai l'opportunité de faire mieux la prochaine fois. Alors, plus loin d'ailleurs, qu'est-ce que je suis supposée apprendre dans cette erreur que j'ai commise? Ton énergie, déjà ta posture, elle change. Ok? Tu te lèves et allons-y. Mais quand tu es dans la spirale de « Oh mon Dieu, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi j'ai fait ça ?» Ok, c'est normal. Hein? Même moi, je me la pose cette question, mais tout de suite après, je me dis non, on ne va pas rentrer dans cette spirale parce qu'elle va nous déprimer, nous détruire, nous enlever toute l'énergie dont nous avons besoin pour changer ce qu'on a à changer en face de nous. C'est facile à dire. Je le répète, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est un choix qu'il faut faire, et au fur et à mesure, ça devient beaucoup plus facile à mettre en pratique. Alors, c'est intéressant tout ce que vous racontez. et forcément, je suis sûre que tout cela a dû être déclenché par un événement majeur qui vous a certainement, qui a eu des répercussions sur votre vie personnelle à vous. Partagez avec nous. Oui, tout à fait. Alors déjà, depuis toute petite, je ne savais même pas. C'était en classe de terminale que j'avais changé d'école. Et il y a une camarade un jour qui m'a approché. Elle dit, c'est toi Kelly. Tu étais à NDA, non? c'est toi qui donnais les conseils aux gens là-bas, non? J'ai dit, ah bon? Mais ça m'a marqué, ça m'a fait un déclic, je me suis pas rendu compte. Après, en réfléchissant, je me dis, c'est vrai, hein, il y a beaucoup de gens qui m'approchaient pour me demander mon avis sur des trucs personnels. Et effectivement, c'était naturel pour moi, j'aimais ça, mais je m'étais pas rendu compte que je le faisais de façon à ce que... Naturel. Bon, oui. Naturel. Après, je me suis demandé, est-ce que je donnais quand elle a dit conseil, quand elle a parlé de conseil, j'ai dit, est-ce que c'était positif ou négatif? Mais après, en fait, j'ai vu au-delà, il y avait un autre message. Et quand j'observais toutes mes amitiés, mes connaissances, j'avais cette aptitude d'être la personne que tu peux appeler quand ça ne va pas. Et même quand je suis en train de pleurer moi-même, tu m'appelles quand ça va pas. Moi, mes larmes, elles s'en vont. Tout de suite, j'ai cette aptitude d'abord t'écouter, te laisser t'exprimer, sortir, parce que je sais que quand nous parlons de ce qui nous arrive, on se sent déjà mieux.
rien que d'avoir cette oreille qui t'écoute, mais aussi de t'encourager, de te dire non, il y a quelque chose de bien dedans, il faut essayer de voir le bon côté. Donc déjà, c'était quelque chose de naturel que j'avais. Et je m'étais pas forcément rendu compte, hein, mais je le faisais avec joie. Et même aux États-Unis, dans mes amitiés là-bas. Et aussi, je dois dire, à l'âge de 14 ans, ma mère m'a remis un livre de Joseph Murphy qui parlait de la force du subconscient. Quand j'ai commencé à lire ce livre, je me suis reconnue. J'ai dit, waouh, j'adore ce truc. Qu'est-ce que c'est? Oh! What? This is fun, comme on dit en anglais. Et donc, j'ai commencé à acheter toute seule quand je suis partie aux États-Unis. J'achetais tout le temps des livres qui parlaient de développement personnel. Et surtout que j'étais pas forcément heureuse. Je cherchais à me comprendre moi-même d'abord. À me connaître moi-même d'abord. Oui, bien sûr. Et tout cela mélangé, l'événement qui m'a vraiment déracinée, et m'a fait me rendre compte de mon fonctionnement qui ne m'arrangeait pas vraiment, de ma façon de me traiter qui ne m'arrangeait pas, malgré tous les livres. C'était le fait que je divorçais alors que j'étais enceinte à 6 mois. J'étais à 6 mois, 5-6 mois quand tout cela se passait, je me suis rendu compte qu'au fond, je dois partir. Ça a dû être vraiment troublant comme situation. Oh oui, c'était traumatisant. C'était traumatisant. C'était mon pire cauchemar qui devenait réalité. J'en revenais pas. C'est le genre de moment où tu dis non, Dieu n'existe pas. Et je l'ai dit. Oui. J'ai dit non, mais c'est pas possible. Non, c'est pas. Quoi, non? J'ai envie de mourir. Mais parce que je portais une vie, je ne pouvais pas me permettre de dire ça. Ok. Et qu'est-ce qui vous a remonté? Ouh là là, c'était un long chemin. La réponse rapide, mon fils, son existence, le fait qu'il m'ait choisi moi, dans tout ça. Malgré tout. Oui. Ouais. Il a tenu bon jusqu'au bout. Ouais. Ouh. Alors là, et c'est là où tu te rends compte de l'amour de l'univers, de l'amour de la vie. Mon corps était sous un choc, mais incroyable, parce qu'émotionnellement, je mourais, j'étais morte. En fait, j'étais morte. Peut-être même avant mon fils. Je me suis rendu compte, hein, parce que pour avoir fait ces choix qui m'ont amené à ces résultats, j'étais pas bien. Non, il y a quelque chose qui... Je déprimais beaucoup, ok, j'étais très seule. Et donc, dans cet état, tu fais pas forcément le bon choix. Le bon choix de partenaire. Tu cherches plutôt, comme nous le faisons souvent, hein, une des choses que j'aimerais apporter à nos sœurs, tu cherches la personne qui va t'apporter le bonheur, alors que le bonheur, tu dois l'avoir en toi, afin d'attirer quelqu'un qui a le bonheur en lui, afin qu'ensemble vous créiez un grand bonheur. Ah, ça c'était la leçon. Ah oui, ça c'était la leçon au fond. C'est-à-dire, désespérément, tu t'attends à ce que ce soit sa présence qui va... Non là, s'il est là, oui, voilà. Et inconsciemment, on s'accroche et ça met aussi une pression à l'autre. Mais tu te crées un ennemi sans le savoir parce que tu as toutes ces attentes là de lui que lui ne peut pas forcément répondre parce que il est humain aussi. D'où tu vas attirer quelqu'un qui attend exactement la même chose de toi et donc vous allez ça c'est pas beau. C'est ce qui est arrivé. Oui. Et heureusement, j'avais très vite compris et je me suis dit non, il faut réagir. Oui. Il faut que je change de direction rapidement parce que là, j'ai la responsabilité d'une vie entière en main, ok? Et donc, je répondais à la question, qu'est-ce qui m'a relevé? En bref, mon fils et les circonstances dans lesquelles il est venu. Parce que ce sont ces circonstances qui m'ont réveillée. C'est dans ça que j'ai dû faire une quête. Mais Colombo même n'est pas... Colombo même n'a rien fait, quoi. Mais une quête profonde parce que tu dois te poser la question. Je suis sans prétention. Je suis belle, je suis intelligente, je suis indépendante. Mais comment je me retrouve dans cette merde? Tu dois te poser la question. Mais avec toutes mes bonnes intentions, comment est-ce que je me retrouve enceinte, seule,
dans une chambre quelque part à Chicago, avec le sentiment d'être complètement abandonnée. Au point où je comprends que au moins j'avais eu cet éveil. J'ai dit non, si je suis enceinte et c'est comme ça va être comment après? J'ai dit non. Non, c'est là, pendant que je suis enceinte là, que ça devrait, ok. Mais je ne peux pas blâmer. Je ne peux blâmer personne, y compris moi-même. Je ne peux pas blâmer. Je faisais du mieux que je pouvais, de même que l'autre, ok. Mais j'ai appris. Ça m'a réveillée. Je me suis rendu compte, oh là là, Kelly, non, tu dois changer la façon dont tu te traites toi-même. C'est là que j'ai appris ça. Parce que il m'a reflété, la façon dont je me traitais, mais de plusieurs façons. Les choses dont nous nous plaignons de notre compagnon, il faut que nous commençons à apprendre à nous poser la question, comment est-ce que je me fais ces choses à moi-même? C'est choquant, hein? Ouais. Mais et pourtant, c'est une réalité. C'est une réalité. Quand tu regardes vraiment au fond, oui. Et surtout de voir comment est-ce que tu te fais à toi-même une version de ce que tu n'aimes pas que l'autre te fasse. Parce que nous invitons énergiquement le comportement des autres envers nous par notre propre comportement envers nous-mêmes. C'est une invitation énergie. Finalement, il y a de l'énergie dans tout. Dans tout ce qu'on fait. Tout est énergie. C'est une autre des belles choses que j'ai découvertes. Parce que quand tu prêtes attention, quand tu es de bonne humeur, observe ta journée. Quand tu es de mauvaise humeur, observe ta journée. Parce que tu dégages l'énergie. Quand tu es de bonne humeur, mais ça coule, ok? Et même quand quelque chose ne coule pas, tu le vois différemment mais quand tu es stressé, déprimé, comme on dit, il ne goutte pas, mais il pleut. En anglais, on dit, it doesn't rain, but it pours. C'est-à-dire, c'est pas, il ne fait pas que pleuvoir, quoi. C'est-à-dire, ça tombe. Il y a une expression en français pour ça. C'est du genre, les choses se suivent, mais d'une façon, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas juste une pluie, c'est la pluie, la tornade, l'ouragan, tout. Voilà. Mais c'est notre énergie qui invite cela. Et ça, c'est notre travail quotidien, notre challenge quotidien, mais aussi notre grande opportunité au quotidien. Tu dois choisir. Écoute, ok. Présentement, je regarde dans mon porte-monnaie, il n'y a pas grand-chose. Mais je sais que je suis capable de faire rentrer grand-chose dans ce porte-monnaie. Automatiquement, tu retournes la situation. Tu dis non. Le porte-monnaie là où il est maintenant là, c'est pas ça. C'est pas ça ma vérité. C'est-à-dire, tu te demandes pas le comment. D'abord, tu affirmes d'abord. Et tu verras que cette énergie va te faire ressortir les choses que tu dois aller faire justement pour que le porte-monnaie se remplisse. Parce que c'est toi qui va faire. C'est pas ça va pas venir tout seul. Mais tu dois être dans un... Il faut déclencher. Ça, c'est un choix. Pas évident parce que nous ne grandissons pas en apprenant cela, n'est-ce pas? Nous grandissons plutôt dans le réflexe de s'inquiéter beaucoup. Nous confondons l'inquiétude à l'amour des fois. C'est du genre, si tu t'inquiètes pas, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Attention. Ou si tu ne t'inquiètes pas, ça veut dire que tu t'en fous de ce qui se passe. Pas forcément. On peut choisir de faire face à la chose sans l'inquiétude, où on se retrouve beaucoup plus fort et plus forte en fait. Ok? J'accepte ce qui se passe. Mais je refuse de me laisser abattre. Oui, je vais prendre une journée pour être abattue. J'ai le droit, je suis humaine, je le fais aussi. Tu te donnes la permission de te sentir mal. Mais après, rapidement, il faut il faut choisir l'autre énergie. Sinon, voilà. Sinon, ça devient un cyclone que tu crées, quoi. Et les choses vont s'enchaîner, ça tourne. Et tu es de plus en plus englouti, beaucoup moins apte à faire ce choix-là. Parce que là, maintenant, tu as des exemples palpables devant toi que ça ne va pas. Donc, tu es convaincu que ça ne va pas. On rentre dans tellement de choses. C'est parce que c'est passionnant. Oui. C'est ça. Alors, une de tes cibles, c'est bien évidemment les femmes. C'est-à-dire amener les femmes à mieux s'aimer, à mieux s'accepter surtout, à mieux croire en elles. Oui, tout à fait. Étant femme et ayant compris la profondeur de comment ma relation avec moi-même crée ma vie, je me suis dit, je peux pas garder ça pour moi seule. C'est pas possible. Non, mais c'est trop fort ce truc. Donc j'ai la capacité en moi de changer. Et non, ça je peux pas garder. Je peux pas garder. Non, c'est pas possible. Et il y a quelque chose de si beau parce que nous sommes celles qui donnons la vie.
Ok, donc avons cette capacité, cette opportunité énorme de propager cette chose-là, rien que par le fait que nous donnons la vie. D'où mon admiration à la beauté féminine quand elle se découvre, quand elle s'accepte, quand elle s'aime, quand elle se donne la permission d'être. Parce que elle étend ça à tout autour d'elle. Pas que la même chose ne se fait pas avec les hommes. Bien sûr, la même chose se fait avec les hommes. Je ne sais pas, peut-être parce que je suis femme. Nous avons plus, et ça, les études médicinales l'ont démontré, hein, nous avons plus en tant que femmes cette facilité-là à plus nous mettre dans le tourbillon, le cyclone dont nous parlons, que les hommes en général. Du fait de notre... Pourquoi? C'est parce qu'on est trop émotive ou quoi? Je l'appellerais pas trop émotive. On dit souvent ça. Je choisis de le voir plutôt comme une force. Cette capacité de processer plusieurs choses à la fois. L'homme en général va aller d'une chose à l'autre. Je parle en général. Oui. Des lectures, je ne suis pas experte en la matière, je précise. Des lectures que j'ai faites. Mais la femme, elle est capable de plusieurs choses en même temps. Ouais. Voilà. D'où notre capacité à nous faire de beaux dessins qui ne nous arrangent pas dans notre tête, mais sur tous les plans. Nous sommes très fortes dans ça. C'est-à-dire, notre imagination, nous l'utilisons de cette façon qui ne nous renforce pas. Et c'est ce que j'aimerais nous ramener à non. Utilisons ça plutôt de cette façon-ci. Nous pourrions changer beaucoup de choses en nous-mêmes et autour de nous. Et donc voilà. Nous sommes pratiquement arrivés à terme de notre entretien. Et voilà, un mot à l'endroit des femmes et même des hommes, parce que ce sont nos compléments, on a besoin d'eux. Oui. Peut-être c'est plus facile d'échanger avec les femmes. Mais au fond, je me suis découverte aussi une grande passion pour cet homme-là qui s'aime aussi lui-même. Il est beau. Oh, mais bon, voilà. En général, c'est notre vie externe est un miroir de ce qui se passe en nous. Apprenons à nous mettre devant le miroir et à regarder la personne en face, à avoir des conversations avec cette personne en lui disant « Je t'aime tout simplement, je t'aime, je t'apprécie » pour que nous ayons une nouvelle relation avec nous-mêmes afin d'affecter un changement dans ce qui nous arrive à l'extérieur. C'est facile à dire, je sais, mais n'ayant que quelques minutes ou quelques secondes. C'est à cet éveil que je voudrais nous exhorter. Ne regarde pas tout ce qui t'arrive dans ta vie comme le malheur qui t'est tombé dessus. Ah, mais pourquoi moi? Ah, mais non. Essaye un jour de voir au-delà, de te dire, ok, cette chose est en train de se passer. J'ose croire qu'il y a quelque chose de positif, de bon dedans pour moi. Et je veux apprendre. Et vous verrez comment vous vivez la même expérience. D'accord. Merci beaucoup, Kelly Amuzo. Je rappelle que vous êtes coach de vie et on aura l'occasion de revenir encore plus en détail sur tous ces aspects que vous venez d'évoquer à travers une nouvelle rubrique que nous créons donc dans F comme femme qui s'appelle Oui à la femme en moi. Merci, amen. Grand plaisir. Prenez soin de vous. Aimez-vous, acceptez-vous tel que vous êtes. Merci. Kelly Amuzo qu'on retrouvera dans un moment pour la rubrique Oui à la femme en moi. Mais avant Kelly, intéressons-nous un peu au droit, la reconnaissance de paternité. Que prévoit la loi au Togo? Sophie Akpama du GF2D nous éclaire sur le sujet. Je suis femme, j'ai des droits. Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Je suis Sophie Akpama du GF2D. Nous allons parler de reconnaissance de paternité. Voici ce que dit la loi par rapport à la reconnaissance de paternité. Nous allons voir d'abord deux cas. Il y a le cas des enfants nés pendant le mariage et les enfants nés hors mariage. Donc, nous allons parler premièrement des enfants nés pendant le mariage. Que dit la loi? La loi dit que l'enfant de la femme qui est mariée a pour père le mari de la femme. Donc, la reconnaissance de paternité, elle est automatique. Il y a une présomption de paternité qui pèse sur le mari de la femme. Maintenant, le mari de la femme a la capacité de rejeter cet enfant-là en disant que cet enfant n'est pas le sien. S'il arrive à prouver que pendant la période de conception de la grossesse, il n'était pas en communauté de vie avec la femme, c'est-à-dire peut-être il a voyagé, il n'était pas là. Quand on voit la période de vétuité, comme on le dit,
la période où la femme peut tomber enceinte, il n'était pas là. Donc là, il le prouve. Ou si il peut prouver scientifiquement qu'il n'a pas pu donner naissance à cet enfant-là, peut-être parce que il a été déclaré non fertile, ou alors peut-être parce que il a eu à faire un test ADN à l'enfant qui prouve que cet enfant-là n'est pas le sien. Voilà pour les enfants nés pendant le mariage. Donc pour ces enfants-là, il n'y a pas de problème, il y a une présomption de paternité. Maintenant, le père peut maintenant dire que l'enfant n'est pas de lui et il doit prouver que cet enfant-là n'est pas de lui. Et c'est seulement lorsqu'il le prouve que là, le juge prendra en compte qu'il n'est pas le père de cet enfant et va demander à la mère de reconnaître elle-même l'enfant comme étant seulement la sienne, ou alors d'aller chercher le père de l'enfant. Pour un enfant né pendant le mariage, un homme qui n'est pas le père, qui n'est pas le mari de la femme, ne peut pas venir reconnaître cet enfant-là. Il faut d'abord que le mari de la femme renie l'enfant avant qu'un autre homme ne vienne le reconnaître. C'est ce que dit la loi. Maintenant, parlant des enfants qui sont nés hors mariage, la loi dit que il y a une présomption de maternité du fait seulement que la femme ait mis au monde l'enfant. Donc, il n'y a pas de... On a vu la femme être enceinte, on l'a vu mettre au monde l'enfant, donc il n'y a pas de problème là concernant. Mais parfois, il y a des cas qui se posent comme ça, où il y a un enfant qui est là, on ne sait pas qui est sa mère. Maintenant, parlant de la reconnaissance de cet enfant-là par son père, il faut que le père pose des actes qui prouvent qu'il est le père de l'enfant lorsque la femme et le monsieur ne sont pas mariés. Quels sont ces actes-là? La loi dit que, en principe, pour un enfant qui est né hors mariage, une maman ne peut pas elle-même aller à l'état civil et demander un certificat de naissance pour cet enfant-là. Parce que quand vous regardez en bas du certificat de naissance, on écrit signature du père. C'est-à-dire que c'est le père qui doit signer. C'est le père qui doit venir lui-même à la mairie ou à l'état civil et signer. Et là, c'est une façon pour lui de déclarer que cet enfant-là est le sien. Malheureusement, aujourd'hui, on remarque que les femmes qui ne sont pas mariées vont elles-mêmes signer ces actes-là. C'est une erreur. C'est seulement lorsque la femme est légalement mariée qu'elle peut aller à la mairie et dire aux agents d'état civil qui sont là que tel monsieur est le père de mon enfant, et sa déclaration seule peut suffire pour qu'on remplisse l'acte de naissance de l'enfant et qu'on mette le nom du monsieur sur cet acte-là. Si elle n'est pas mariée, en principe, les agents d'état civil ne doivent pas le faire. Ils doivent attendre que le père présumé de l'enfant vienne déclarer l'enfant à la mairie avant de mettre son nom. Si la femme se présente seule, ils doivent seulement mettre le nom de la mère de l'enfant, le nom de la femme, et laisser la partie nom du père vide. C'est lorsque le père se présentera qu'on mettra son nom et on prendra sa signature. Malheureusement, c'est pas ce qui se fait dans les faits et c'est une erreur, comme je l'ai dit auparavant. Maintenant, il peut le faire aussi par acte notarié. S'il n'a pas pu le faire en allant déclarer l'enfant à la mairie ou à l'état civil lui-même, il peut aller voir un notaire pour dire que voilà, il y a tel enfant là qui est en fait mon enfant et je veux le reconnaître. On fait un acte notarié. Ou il peut aller directement à la justice, voir le président du tribunal pour déclarer l'enfant là-bas. Et là, on fait le jugement supplétif et voilà, on donne son nom à l'enfant. Maintenant, parlant des hommes qui sont mariés, c'est-à-dire la femme, elle est célibataire, mais elle a eu l'enfant avec un homme qui est marié. Un homme qui est marié peut reconnaître l'enfant qu'il a eu avec une femme hors de son foyer. Mais la loi dit que pour que cet enfant-là puisse entrer en héritage de ses biens, il faut qu'il notifie à sa femme avec qui il est légalement marié. S'il est monogame ou s'il a plusieurs femmes, il faut qu'il notifie à tous ses épouses qu'il a eu un enfant hors mariage. Et c'est seulement lorsqu'il aura fait que cet enfant-là peut prétendre à pouvoir hériter de ses biens plus tard. Maintenant, si un homme refuse de reconnaître un enfant, il peut faire une femme. La loi dit que à partir de l'accouchement de l'enfant, la mère a 5 ans pour intenter une action en justice, pour amener l'homme qu'elle prétend être le père de son enfant à reconnaître l'enfant. Et donc, quand l'affaire est en justice, il y aura des enquêtes qui vont se faire. Il faut qu'elle prouve par tout moyen qu'elle a été avec le monsieur pendant le moment où elle a
elle est tombée enceinte. Ça peut être des photos, on les voit ensemble, ou des lettres d'amour et autres, jusqu'à aller au test ADN pour prouver que voilà, l'enfant qu'elle a eu est du monsieur. Maintenant, si la femme n'a pas pu le faire pendant les 5 ans, elle ne peut plus le faire. Il faut que l'enfant grandisse et c'est à partir de 18 ans que l'enfant peut faire cette action en reconnaissance de paternité là. Peut introduire cette action en reconnaissance de paternité lui-même ou elle-même si c'est une fille. Et l'enfant a 2 ans à partir de sa majorité. Donc, de 18 ans et 21 ans, l'enfant doit pouvoir le faire. Maintenant, il se peut que l'enfant ne le sache pas, c'est-à-dire quelqu'un qui a grandi à un moment donné, il apprend que tel était plutôt son père. Donc, à partir du moment où la personne l'apprend aussi, la personne a 2 ans pour pouvoir le faire. L'action peut être dirigée contre le père présumé ou si ce père-là est déjà décédé, ses ayants droit. Donc, il peut y avoir des enfants ou d'autres personnes qui sont ses héritiers. Donc, l'action sera portée contre les ayants droit et le juge, au vu des preuves qui lui seront apportées, pourra trancher l'affaire. Donc, voilà ce que nous pouvons dire aujourd'hui à propos de la reconnaissance des enfants ou encore de l'action en justice en vue de la reconnaissance d'un enfant. À présent, la rubrique OFM de Kelly Amouzou, notre coach de vie, nous invite à apprendre à découvrir et à mieux aimer la femme qui est en nous. F comme femme. Bonjour à tous, c'est Kelly à l'antenne. Nous sommes dans la rubrique OFM. Oui, à la femme en moi, où nous explorons la question de la femme africaine et ses réalités que nous regarderons d'un nouvel œil. Cet œil qui dit, oui, femme africaine, toi aussi tu comptes. Tu as le droit d'être, de vivre, de réaliser tes rêves et de t'épanouir. Tu n'es pas là juste que pour t'occuper des autres. Oui, je suis une femme africaine et je suis avec vous dans cette aventure. À OFM, nous avons la conviction que c'est cette femme qui sait se dire oui à elle-même, qui a vraiment plus la capacité de mieux s'occuper de nous, qu'elle soit notre mère ou notre épouse, et de nous aider à nous aussi nous accomplir. Nous avons dans notre société l'attente que la femme africaine doit nous aider à nous accomplir. Elle doit tout faire, sans pour autant lui donner la chance de s'accomplir elle-même aussi. Alors ma question, comment pouvons-nous espérer recevoir pleinement quelque chose de quelqu'un qui ne l'a pas? En tant que femme africaine, nous nous trouvons souvent dans un schéma où nous sommes définis exclusivement par rapport à notre conjoint ou à nos enfants, ou encore par rapport au fait que nous n'ayons ni l'un ni l'autre. Tu n'es pas femme si tu n'as pas de mari à tel âge. Tu n'es pas femme si tu es divorcée. Tu n'es pas femme si tu n'as pas d'enfant. Quand allons-nous commencer à nous voir en tant que femmes entières parce que nous sommes nées femmes? Quand allons-nous comprendre qu'en tant que femmes entières, c'est en nous accomplissant, en nous remplissant nous-mêmes, que nous ferons de meilleures épouses et mamans? Prenons par exemple l'histoire toute récente d'une jeune dame, maman de 4 enfants, qui a quitté son boulot de 300 000 pour un autre boulot de 80 000 sur l'exigence de son mari, qui après avoir été au chômage pendant des années, a trouvé du travail hors de leur pays et a exigé que la femme quitte son boulot avec la promesse de lui envoyer une contribution conséquente. Alors, cela fait 6 mois qu'il est parti. Il n'a pas envoyé un seul franc. Dans son fond intérieur, cette femme a-t-elle vraiment choisi de son propre gré de changer de boulot ou avait-elle cédé à l'obligation de satisfaire son mari à tout prix au point de se retrouver dans la précarité? Prenons encore l'exemple d'une femme qui se sent les capacités de faire un diplôme de 3e cycle. Mais elle se retrouve dans un dilemme parce que son mari
sa belle famille et sa propre famille estime qu'elle n'en a pas besoin. Alors cette femme, elle finit par renoncer à ce désir, à contre-cœur, passant à côté de l'opportunité de vivre sa passion et d'en générer du revenu. Nous vivons dans une société où la femme est formatée à dire oui à tout le monde, sauf à elle-même. Et au final, elle se retrouve vidée, dépouillée de toute énergie, n'ayant plus rien à donner. Et si l'on retournait la donne? Et si nous commencions à voir que plutôt c'est en se disant oui à elle-même que la femme peut mieux gérer son rôle de femme, d'épouse, de mère, de celle qui donne la vie. Car en se disant oui, elle se remplit de tout l'amour et de toute l'énergie dont elle a vraiment besoin pour s'occuper de tout le monde. D'où est-ce que ça nous vient, cette notion que nous devons nous mettre en dernier plan? Qu'est-ce que ça engendre en réalité pour nous tous dans la société, hommes comme femmes? Et surtout, comment le changer? Qu'est-ce que c'est une femme qui se dit oui? Là sont les thématiques que nous débattrons durant le cours de notre voyage ensemble à OFM, oui, à la femme en moi. Embarquez-vous avec nous dans cette belle aventure. Vous vous redécouvrirez une nouvelle femme, la vraie femme en vous, la femme capable qui s'aime, qui s'accepte, qui se pardonne et apprend de ses erreurs, celle qui va de l'avant, qui atteint ses objectifs professionnels, qui a des standards qui reflètent sa valeur, qui sait donner et recevoir l'amour dont nous avons tous tant soif. C'était Kelly. À jeudi prochain pour un nouvel épisode de OFM, oui, à la femme en moi. Jusque-là, prenez soin de vous et dites-vous oui un peu plus souvent, car personne n'est responsable de votre bonheur que vous-même. Bien-être et sport. Après ce remontant que nous a servi la coach Kelly pour booster notre force intérieure, il est important de travailler également l'extérieur. Pour celles qui rêvent d'une taille de guêpe, c'est la bonne adresse pour avoir quelques conseils de notre spécialiste en fitness et nutrition, coach. Merci. Aujourd'hui, on va parler toujours de la femme et ses difficultés, la femme et ses astuces, le sport, l'alimentation. C'est ce dont une femme qui rêve d'un corps extraordinaire doit penser toujours. Donc, ce soir, dans notre rubrique, je vais vous dire les 5 habitudes simples pour avoir un ventre plat dont on a toujours rêvé. Ce n'est pas facile d'avoir un ventre plat et joli. Il faut la discipline, la persévérance et sa paix. Donc, voici le défi que tu peux relever facilement à la maison avec beaucoup de discipline. C'est très important que la femme change ses habitudes alimentaires pour y arriver. Donc, on va prendre sur 2 mois des choses qu'on doit répéter. Ça veut dire, sur 2 mois, mon petit déjeuner doit être fréquent tous les jours. Mes goûters doivent être fréquents tous les jours. Mon déjeuner, mon dîner, ce sont les règles qu'il faut vraiment respecter pour avoir un ventre plat et ne jamais rester affamé le matin. Donc, on va ajouter aussi des exercices qu'on doit faire tout le temps pour développer les muscles qui sont dans l'abdomen. Donc, notre première règle, c'est de consommer quotidiennement des boissons qui brûlent les graisses de notre abdomen. Donc, nous avons tous des muscles abdominaux, mais si tu ne les travailles pas, ils ne seront pas en mesure de t'aider pour avoir ce ventre plat. C'est les jus de légumes. Donc, par exemple, on peut prendre du concombre, du persil, le citron, du gingembre. On peut mixer et ajouter un peu d'eau et le prendre à joint. Ou soit on peut le prendre quand on va au lit et ceci attaque directement les graisses qui sont au niveau de l'abdomen. C'est très important pour les femmes qui ont accouché ou qui cherchent à retrouver un ventre plat après leur accouchement. Donc, on peut parler aussi de la consommation des boissons qui sont excellentes
pour notre métabolisme. Donc, pour notre métabolisme, ce type de boisson que vous pouvez consommer avant et après les exercices, c'est-à-dire quand on finit de faire le sport, il y a certaines boissons qu'on peut consommer et qui peut aider à stimuler les graisses qui sont au niveau de l'abdomen. Ce sont des habitudes qu'il faut développer d'abord avant de consommer les boissons brûle-graisse. Donc, ces boissons, on peut les prendre 2 à 5 fois par semaine, où je peux directement donner quelques astuces de comment préparer ces boissons après les exercices physiques. C'est la deuxième partie de notre habitude. Le premier, ce sont des boissons qu'il faut prendre sans le sport. Le deuxième, après le sport ou avant le sport, qu'est-ce qu'il faut prendre? Voilà, chers auditeurs, ici, on doit prendre 1 litre d'eau. On doit prendre le jus d'un seul citron, ça veut dire un citron pressé, ou soit on peut le couper en lamelles. On a besoin de quelques feuilles de menthe. Et tout ça là, c'est à préparer la veille. On va le tremper dans 1 litre d'eau. Ça veut dire, on va tremper les citrons en lamelles, quelques feuilles de menthe, et on va tremper ça dans 1 litre d'eau. Donc, le lendemain, on peut facilement les consommer après l'exercice physique ou avant l'exercice physique. Pas pendant l'exercice, mais ça doit être avant ou après. Donc, notre habitude numéro 3, c'est de changer maintenant notre habitude alimentaire. Diminuer les glucides, ne plus consommer les farines blanches, du sucre raffiné. On va plus consommer les sucres raffinés, les mauvaises graisses, c'est-à-dire les mauvais gras, les pommes frites, les ignames frits, tout ce qui est passé par l'huile, on doit les éviter. On doit éviter aussi du soda. Les pâtes non complètes, ça veut dire communément on les appelle spaghetti. Il faut que ça soit complet. Les spaghettis au blé blanc ne va pas aider la femme à retrouver un ventre plat. Donc, on va éviter aussi les sucreries, que ça soit les boissons, que ça soit les bonbons, les amuse-gueules sucrés, tout ce qui est sucrerie, on doit les éviter et rester avec les jus naturels. On va éviter les jus des supermarchés aussi, si on veut avoir un ventre plat. Donc, on va aussi éviter beaucoup les aliments industriels et les fritures, c'est-à-dire tout ce qui se trouve dans les supermarchés, sur les étagères, les chips, les boîtes conserves, tout ce qui se trouve dans les boîtes, on doit tous les éviter parce que ce sont des aliments qui affaiblissent le métabolisme de la femme, qui n'aident pas du tout la femme à brûler ses graisses, mais plutôt aident la femme à accumuler ses graisses. Donc, on peut plutôt prendre à la place de tout ce que je viens de citer, on peut consommer plutôt des aliments habituellement frais et préparés chez soi à la maison. On va consommer beaucoup les fruits. Et pour celles qui veulent perdre du poids et qui font moins d'exercice physique, moi je déconseille souvent la prise des bananes et des mangues, parce que les deux là, ce sont des fruits qui sont très lourds en calories. Donc, si vous faites moins d'activités sportives, je ne vous conseille pas ces 2 fruits là. Donc, on va aussi rester dans les légumes, les protéines maigres qu'on trouve un peu dans les viandes, les céréales complètes, on va rester dedans, les matières grasses bénéfiques comme celle de l'avocat, du poisson, de l'oméga 3 par excellence. Donc, voici quelques idées qu'on peut plutôt appliquer pour avoir ce ventre de rêve. F comme femme. Amen à Signon. F comme femme, c'est fini pour cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Merci à Alain Mwaka qui a assuré la réalisation. Et merci à vous également qui nous avez suivis. Pour nous écrire une seule adresse, F comme femme. À bientôt pour d'autres découvertes.